L'avenir du monde ce jour en Afrique, toutes les puissances sont dans une opération des séductions de notre continent. Vous l'avez suivi après le sommet du BRICS. C'est maintenant au tour du G8, plutôt G20, de pouvoir faire aussi cette offre à l'Afrique pour un siège au sein de cette instance des grandes puissances, surtout économiques. La RDC, pays au cœur de ce continent avec beaucoup d'atouts. Ce pays est-il devant un choix cornélien? De quel côté il faut se pencher? Nous allons réfléchir à haute voix avec un invité, Jojo Mutabazi Sekimonyo, analyste économique. Il est également docteur en économie. Il va faire une analyse apprivoisée et sans complaisance avec nous sur ce sujet. L'océisme a secoué le Maroc. Les conséquences sont nombreuses, plusieurs morts, des dégâts matériels importants et beaucoup de blessés, même des disparus. Le roi du Maroc sur le terrain pour être au chevet des victimes. Nous allons ce soir examiner les causes, les conséquences et même la prévention avec un géologue, Israël Bouana, pour faire le point sur ce sujet d'actualité, avec un drame qui a endeuillé aussi l'Afrique et le Maroc. L'actualité chez nous est prioritaire. Jenny Kaimbe Moussobola est en place pour vous annoncer les grandes lignes de la grande édition vespérale qui sera présentée par Ochokoum ce soir sur nos antennes. Jenny, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, l'ancien chef du parti présidentiel Jean-Marc Abound est condamné à 7 ans de prison ferme. La peine a été prononcée ce mercredi à la Cour des cassations. Détention de Stani Boujakera, une tentative autocratique de réduire au silence toutes les voix dissonantes et d'empêcher les journalistes indépendants de mener leurs activités, fustige le Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC. Quel est l'état actuel de nos provinces? Pour en parler, Jean-Marie Kassamba, directeur général de l'Espace 50, reçoit les sénateurs Denis Kamba et les autorités traditionnelles de la République démocratique du Congo en exclusivité ce jeudi sur Télé 50, dont JMK Today. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Fabien Lumbala pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Jenny. L'actualité chez nous, la grande édition d'au moins d'une heure sur nos antennes. Le premier invité dans quelques instants. D'aggraver les conflits. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. L'économiste Mutabazi est avec nous sur ce plateau. Sans plus tarder, bonsoir. 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 Oui, j'ai voulu faire cette différence. Jojo Mutabazi Sekimonyo, parce que Sekimonyo, c'est plus le nom des professeurs
ancien membre du comité central, Non, c'est pas son nom. ancien ministre. C'est le nom de ma famille. Voilà, Vous Sikimonyo Wamagangu. Vous voulez commencer la guerre dans ma famille. C'est le nom de mon grand-père et tout ça. Voilà. Je n'ai pas besoin ici de rentrer dans l'histoire de votre famille. Je voudrais que nous puissions analyser ce sujet. L'Afrique est séduite comme cette belle femme dans la maison de ses parents, séduite par plusieurs âmes. Le BRICS, ces nouvelles puissances qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et aussi l'Afrique du Sud, étaient en sommet. En Afrique du Sud, vous vous souvenez, et quelques jours après, c'est le G20. Biden fait une annonce fracassante. L'Afrique a désormais un siège. Toute l'Afrique. Toute l'Afrique, un siège. Alors la RDC est au cœur de tous les enjeux. Et de tous les enjeux. Et vous le savez, cette guerre, la guerre entre l'OTAN et la Russie, c'est une guerre d'abord énergétique et ensuite informationnelle. Les enjeux du gaz, aujourd'hui, sont plus importants que même ceux du pétrole. Alors, dans cette guerre des grands, l'Amérique ou les États-Unis, qui ont depuis 2016 essayé de réduire leur dépendance extérieure sur le plan énergétique en exploitant le gaz naturel, leur gaz naturel liquéfié, sont contre la vassalisation de l'Europe par la Russie qui fournit du gaz à la vieille Europe. Et du coup, l'Amérique veut vendre son gaz naturel liquéfié à l'Europe. Et nous, on vient nous faire des yeux doux pour dire, voilà, votre place, c'est de l'autre côté. Les partenaires traditionnels nous disent, notre place, et c'est parmi eux. Finalement, vous êtes économiste, dites-nous, nous, la RDC, on doit pencher de quel côté? Est-ce que c'est le moment de prendre des décisions ou il faut attendre encore? D'abord, on doit comprendre notre politique des affaires étrangères. Quels sont nos enjeux? Jusque-là, l'idéologie en soi, c'est on doit se vendre. Mais moi, je dis non, on doit conquérir. On doit faire des chantages. Est-ce que les BRICS peuvent nous donner ce qu'on a besoin? Je dis non. Déjà, le BRICS, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Non, je dis que c'était... Pour quelles raisons? On a eu plein de ces groupes, les pays non alignés. Quand vous avez des pays qui ne s'alignent pas pour des raisons typiquement économiques, comme l'Europe l'avait fait, c'est difficile. Quand vous voyez les lois, par exemple, juste une loi qu'on peut dire, la culture russe, le nationalisme russe qui implique le racisme, va à l'encontre avec le nationalisme chinois. C'est comme si ils sont l'ennemi commun, hein, les États-Unis. Vous parlez là, à vous entendre parler d'un mélange de l'argile et du fer. Oui, alors j'y crois pas, ça va barder. Maintenant c'est mieux parce qu'ils voient tout, c'est les États-Unis, la Russie attaque, il y a des embargos, mais je ne pense pas que ça sera une puissance pour laquelle on peut s'aligner. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ça? Ils viennent d'ajouter, je crois, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, ils veulent gonfler. L'Iran est dedans. L'Iran est dedans. Est-ce que c'est encore l'association des aigris qui veulent échapper au fouet américain? On vient d'ajouter l'Éthiopie. Ce sont des pays en guerre qui sont des problèmes, mais ce ne sont pas des alignements économiques. L'Inde n'est pas en guerre, quand même. L'Inde, elle a un problème avec le Pakistan. Ça veut dire, c'est comme on invite l'Inde, mais c'est difficile qu'on invite le Pakistan. Alors, ce n'est pas une association purement économique, des intérêts qui peuvent les garder ensemble. Alors, c'est pour cela, nous, on ne devrait pas y aller. On devrait plutôt utiliser ça pour faire le chantage. De quelle manière faire le chantage, monsieur? Parce qu'on sait que la salle se vide derrière les États-Unis. Comment? La salle se vide derrière eux.
Par exemple, maintenant, on vient de voir qu'au G20, on a offert un siège à toute l'Afrique. Et l'Inde a applaudi. Pourquoi l'Inde doit applaudir? C'est l'Inde qui a dit qu'il a constitué le lobbying pour que l'Afrique soit respectée et se retrouve au G20. Mais l'Inde... Est-ce que ce n'est pas une opération de séduction là-bas? Un seul siège pour l'Afrique. Mais l'Inde aussi, c'est BRICS. Ou on vient y participer seulement? Ou c'est juste une façon de nous dire n'allez pas dans le camp de la Russie, et du Brésil et de la Chine? Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que l'Inde veut être celui qui nous vend. C'est le négociateur. Par exemple, l'Inde est dans BRICS. L'offensive contre le monopole politique, économique américain. Mais il va dans le G20, il implore qu'on ajoute l'Afrique. C'est pourquoi, là, il vient de faire ce que nous, on devait faire. C'est nous qui devions imposer notre pensée, notre vision, pour dire qu'est-ce qu'on veut du deal. Mais c'est comme si le pays comme le Congo, même si on lui donnait le génie, la bouteille du génie de frotter, même quand le génie sort, quels sont les souhaits qu'on demande le génie pour réaliser? C'est ça notre problème. Notre problème, je ne pense pas qu'on doit aller au BRICS, je ne pense pas qu'on doit aller au G20, je pense qu'on doit utiliser ces moments pour faire des chantages aux États-Unis. Mais qu'est-ce que ça va changer? Ils sont en perte de vitesse, les anglo-saxons. Vous voyez qu'ils n'ont plus d'alternative à proposer à l'Afrique. L'Afrique a découvert justement la méchanceté, la ruse. L'Afrique a découvert le vrai visage de ses partenaires traditionnels. Oui, qu'est-ce qu'on va encore y chercher? Mais qu'est-ce que les autres nous donnent? Qu'est-ce que les autres nous offrent? C'est toujours la même colonisation moderne. On ne peut pas quitter de l'un et aller dans l'autre sans avoir la tête de fil. Moi, je dis plutôt, au lieu, même si on ne va même pas faire le chantage aux États-Unis, on doit faire ce que l'Inde a fait dans les années 70. Quand il y avait le bloc, les deux blocs, l'Inde appelait tout le monde pour faire quoi? Les pays non alignés. Pourquoi pas le Congo? On a de quoi. J'ai toujours dit, les mines ne vont pas développer la RDC. Mais les mines peuvent être un instrument d'influence pour notre politique étrangère. On doit créer un autre groupe des pays non alignés. On les convainc, on n'aura pas notre part. L'Inde, qui est dans BRICS, a négocié pour qu'on aille au G20. Parce que c'est celui qui veut construire le chemin de fer. Les deux, l'Inde et la Chine, sont dans BRICS. La Chine a promis le chemin de fer qui va par tout le monde de l'Europe. Et l'Inde va utiliser le G20 pour construire presque le même chemin de fer. Est-ce que l'Inde n'est pas manipulée par les États-Unis pour affaiblir, par exemple, la Chine? L'Inde n'est pas manipulée par les États-Unis. L'Inde a des intérêts pour affaiblir la Chine. C'était comme si deux enfants qui grandissaient à l'école, et c'était les deux qui devaient être le super-héros, économiquement. La Chine a pris le devant parce que la Chine est plus homogène et aussi a compris comment, je dis, tricher financièrement. Mais l'Inde a toujours un problème. Le taux d'illitératie, des gens qui peuvent lire et écrire. Le taux d'analphabétisme est encore élevé. En Inde, c'est un problème qu'ils ont. Les structures des classes sociales, les Noirs, les ceci, ils ont un problème interne qui fait que ça ralentit leur développement comparé à la Chine. Tous les Chinois se disent qu'ils sont de la même race. Et les autres musulmans à l'ouest, je crois qu'il y a 1 million qu'on envoie des camps de rééducation. On veut que tout le monde, ce soit une société homogène. Mais l'Inde ne peut pas le faire. Alors cette jalousie en soi fait que l'Inde n'a pas besoin d'être utilisée. L'Inde va se poser volontaire. S'il peut y trouver son avantage, il va quitter le BRICS. S'il peut aller au G20, vendre l'Afrique, être maître de l'Afrique, être le type du milieu de négociation, il va quitter le BRICS. Alors, si on comprend bien,
nous n'avons pas à nous faire séduire par tous ces deux blocs. Nous devons penser à l'interne ce que nous devons être et nous faire respecter sur la scène internationale parce que la diplomatie est aussi facteur de l'économie. Oui. Et beaucoup influencé, boosté par l'économie. Alors, qu'est-ce que nous devons faire à l'interne? Je dis à l'interne, on doit avoir un discours, un débat idéologique. Voilà les élections qui viennent. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer à être le pays qui vend, qui veut se vendre? On va partout se vendre. Ou on va être un pays comme tous les autres, penser à être colonisateur. Je dis, on doit se poser dans le monde. On doit coloniser le monde sur le plan économique. Mais ça ne va pas y arriver tant qu'on n'a pas encore colonisé nos voisins, nos 9 voisins, dont la plupart sont tellement primitifs qu'ils nous créent des problèmes. On doit être les maîtres d'abord de l'Afrique centrale. Ce n'est pas pour rien qu'on a invité au BRICS, on a invité l'Éthiopie pour bloquer la Corne. Ce n'est pas pour rien qu'on a invité l'Égypte pour bloquer le Nord. On a voulu le Maroc, mais le Maroc a dit non. On veut amener le Nigeria. Mais le Nigeria est en compétition avec l'Afrique du Sud. C'est comme deux mandats. L'Afrique du Sud refuse d'amener le Nigeria parce que le Nigeria, c'est la première puissance économique. Alors, il aura plus de poids dans BRICS. Mais maintenant, ils ont un autre intérêt qui amenait de l'Afrique centrale. Ça sera celui qui sera le maître de l'Afrique centrale. On ne peut pas inviter le Burundi. On ne peut pas inviter le petit Rwanda. On ne peut pas inviter la RCA qui se tue journée et nuit. C'est à nous de comprendre cela. Mais au lieu d'aller au BRICS, je dis on doit changer notre politique, notre pensée à l'interne pour dire on doit être colonisateur. Si la France peut coloniser, être maître du Congo-Brazza et du Gabon, qui sont nos voisins, pourquoi pas nous? Le pays n'a pas d'amis. Un pays n'a que des intérêts. On doit fouetter tout le monde. On doit coloniser d'abord ici, bon, après on va... Vous êtes dans un langage des dictateurs, oui, les enfants des dignitaires de Mobutu gardent cette logique fouettée. Justement, vous gardez les réflexes. Alors, comment fouetter les voisins? Économiquement, on sait que beaucoup de nos voisins, leur économie dépend du Congo. Ça veut dire qu'on peut imposer notre pensée sur eux. On peut imposer. Le plus grand échange commercial après la Chine, ce n'est pas la Belgique, c'est la Zambie. La Zambie produit beaucoup, par exemple, le maïs pour nourrir un peu la corne est. Hein. Ça veut dire qu'on peut leur imposer notre prix, on peut leur imposer la politique, on peut leur dire de voter pour nous aux Nations Unies pour nos intérêts contre quelqu'un. On sait que la Tanzanie et le Burundi sont en train de construire un chemin de fer pour ouvrir l'Est vers eux, sans notre permission. On peut leur dire, vous faites ça vous tous, on bloque là-bas. Vous n'aurez pas des échanges commerciaux avec nous parce qu'on peut accroître le tarif. On peut tuer. Vous investissez tout pour déboucher chez nous. L'Angola est en train de construire un grand chemin de fer pour aller jusqu'au Katanga sans notre permission, sans notre avis ni considération. Alors tout ça, on sait qu'ils sont en train de construire, ils ont besoin de nous plus que nous. Ils le font en fonction justement du Grand Congo. Du Grand Congo. Le grand marché. Oui. Et est-ce qu'à l'interne, vos collègues économistes, est-ce qu'ils y pensent? Apparemment, le géant dort toujours. Le géant dort toujours. Mais c'est problème. Il faut comprendre que dans le monde économique au Congo, ce sont les enfants de l'école économique coloniale. Il y a des écoles de pensée en économie. Nous sommes dans ce qu'on appelle combolisation. Oui. Tshisekedi dégage. Et puis, après Kabila dégage, Tshisekedi dégage. Nous sommes toujours dans les débats des caniveaux, des individus, les troubadours, les trouverts. Mais nous n'avons pas le regard sur l'Afrique et sur le monde. Alors que les autres ont déjà un regard d'avance, même perçant. Donc dans l'avenir, ils nous voient comme leur beefsteak. Le président ougandais et le président kenyan, l'actuel président Ruto, qu'est-ce qu'il a dit?
quand on avait filmé, il a dit faites le lait, tout ça, parce qu'on peut déverser sur le marché congolais. Il a dit ça, et puis pendant la campagne, et puis il s'est excusé. Vous pensez qu'il a changé d'avis? Il n'a pas changé d'avis. Il nous voit en tant qu'un marché où ils peuvent déverser leurs produits. Mais je dis toujours, l'esclave peut devenir le maître. Parce que quand ils ont besoin de nous, ils construisent tous les Chinois qui étaient considérés comme des vauriens, aujourd'hui, un Japonais, il tourne plusieurs fois sa langue avant de parler à un Chinois. Parce que donc les choses peuvent changer. On est devenu esclave des Chinois. Voilà. Avant, on allait en Chine, ils travaillaient pour nous plaire. Mais le Chinois a compris que tellement on est devenu accro du produit moins cher qu'il produit, maintenant on dépend d'eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont retournés, ils sont devenus maîtres du terrain. Parce qu'aujourd'hui, la Chine, s'ils disent, surtout dans l'industrie électronique, ils disent « niet, on ne va pas le faire, c'est fini, nous tous on est bloqués ». On est allé là-bas, en tant que le Chinois, le petit esclave, il travaille pour le monde, mais à la fin de compte, l'esclave est devenu maître du monde. Et c'est ça. Pour dire qu'aucune situation n'est une fatalité. N'est une fatalité, et chaque pays, le plus grand problème, c'est parler de la politique économique à la RDC. Ça nous a coûté l'indépendance. On nous a donné l'indépendance, mais on ne savait pas quoi y faire. On a parlé. Si la vie a coûté... ça a coûté la vie à Lumumba. Lumumba. Ce n'est pas parce que c'était un problème idéologique dur. C'est seulement personnel, Kasavubu. C'était facile de les entrer dedans parce qu'il n'y avait pas de guerre idéologique. Pourquoi Kasavubu est devenu président? Il y a des gens qui haïssent quand je dis ça. Je dis, il n'avait même pas gagné les élections. Hein. On avait besoin d'avoir quelqu'un d'autre à la place de Lumumba. On a mis Lumumba Premier ministre. Et à la fin de compte, il n'y a rien de logique qui est arrivé. J'ai beaucoup de respect pour Lumumba. Mais idéologiquement, en politique économique, lui-même, il a reconnu qu'il n'était pas en mesure de le faire parce qu'il dit l'indépendance sans un développement économique rapide, ça ne vaut rien. Il a reconnu, mais aucun discours de Lumumba qui a dit qu'est-ce qu'on devait faire. Et c'est pour ça que les Belges nous ont donné même l'indépendance rapidement parce qu'ils ont compris. Donnez-le, on va toujours les contrôler, on va trouver les moyens. Et depuis, on est dans cette humiliation pour plus de 100 ans. Quand est-ce qu'on va mettre fin à cette humiliation? Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas l'Est d'où l'humiliation a commencé. C'est depuis la colonisation. On a vendu... Il y a beaucoup pendant la colonisation, des chefs coutumiers qui ont signé des traités avec le roi belge. C'est nous. Et on continue à le faire. Alors je dis oui, il y a beaucoup d'économistes en RDC, mais il faut comprendre leur école de pensée. Ils ont été entraînés, pensés comme une économie coloniale. Ils parlent d'agriculture, ils parlent du sous-sol au lieu de parler du Congolais. On parle du budget de l'État, ça ce sont les économistes, mais on ne parle pas de la poche du Congolais. On a des économistes qui ont été au pouvoir ici sans faire les fondamentaux. Le fondamental numéro 1, c'est le recensement. Comment planifier sans savoir combien on est? On a des économistes qui se disent grands prêtres comme on aime, mais ils n'ont pas fait le recensement. Comment un économiste, avoir tout le champ de tir, main libre, il n'y a pas eu de recensement. Comment on a planifié? On fait que des recensements pour les élections, mais pas pour la politique économique. Ça veut dire quand vous avez un économiste congolais, quand un étranger comprend cela, il comprend, on n'est rien. Mais on doit. Ça, moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que... vous avez beaucoup d'espoir. Oui, parce qu'on y travaille. On est ici, on fait des émissions, on a fait tellement des émissions. Et quand je vois les jeunes poser des questions, je vois que les jeunes comprennent qu'il y a... Ce n'est pas une fatalité. Il n'y a qu'à faire le premier pas dans la bonne direction. Et ça, c'est de changer l'esprit du Congolais pour dire on ne va pas se vendre, on va être colonisateur du monde. Le décor actuel nous impose-t-il, ça c'est sur le plan international, oui, nous impose-t-il des dirigeants audacieux, courageux, ou des très bons élèves, des élèves trop dociles de l'Occident. Et comme il y a le BRICS qui est venu aussi,
des bons élèves Je pense pas. de nouvelles puissances. Je dis c'est une insulte aux Congolais et même aux dirigeants. Je dis, par exemple, dire que, par exemple, le président Fachi a été imposé par l'extérieur, c'est une insulte. C'est notre président, on a élu. Dire qu'on a imposé Joseph Kabila... Je parle des élections. Je parle des élections. C'est dans quelques mois, les élections, le moment est crucial. Les vautours veulent avoir un homme qu'ils peuvent manipuler facilement à la tête du pays. Le camp de nouvelles puissances, des puissances émergentes, n'est pas aussi en train de croiser les bras. Vous voyez ce qu'il est en train de faire en Afrique de l'Ouest. Nous ne parlons pas de l'aventure au Gabon ou de cette mise en scène, mais ce que je voulais dire, c'est il faut aussi un parlement avec des députés nationaux, des sénateurs. Il faut des chefs des institutions de nouveau, ou les mêmes qui vont continuer si les urnes vraiment les imposent. Je ne parle pas de l'Occident qui impose. Je dis même avec ça, c'est les règles de jeu qui va faire, qui vont reproduire les mêmes. Quand on parle de la caution élevée, hein, pour 60%, et puis liste, vote par liste, ça fait que ça devient maintenant, ce n'est pas une démocratie, c'est une compétition mathématique. Les gens peuvent s'asseoir aujourd'hui pour dire je veux avoir 250 candidats, mettre sur la liste 50 personnes. Même si la population vote quelqu'un, ce n'est pas nécessairement que c'est lui qui va sortir. Ce n'est pas qu'on a triché contre lui. Mais il peut être sur la même liste que quelqu'un qui est fort que lui. Et comme ils sont dans la même liste, on prend le numéro 1 de la liste, on prend le numéro 1 de l'autre liste. Je dis techniquement quelqu'un qui a 12 000 voix, il peut être sauté pour quelqu'un qui a 5 voix. Parce qu'il suffit que le premier de sa liste gagne, on va chercher le deuxième. Alors si tu n'as que 5 voix et tu t'es juste positionné dans la course, tu vas au Parlement, au moment où il y a quelqu'un de 12 000 qui a un contrat social avec la population, on ne le prend pas. Alors on doit comprendre notre règle de jeu. On doit aussi désenclaver nos rêves et passions. Et ça va commencer par changer le système. Par exemple, aujourd'hui, on dit on ne peut pas avoir un président de la République pauvre. Je dis pourquoi s'il a des idées pour le pays. Voilà, on ferme la parenthèse, sinon ce serait une digression. Oui. Alors, les dirigeants de demain du Congo, c'est-à-dire les dirigeants qu'on aura en janvier 2024, devraient être des dirigeants qui comprennent les enjeux. D'abord, cette guerre actuelle, c'est une guerre énergétique. Et le Congo a tous les atouts. Je dis que c'est peine perdue pour parler des élections de la députation. Espérons que parmi ceux qui vont s'aligner, qu'on peut trouver quelques-uns. Quand la population est envoyée pour trier cette poubelle qu'on vient de créer, que quelques-uns qui qualifient aillent là-bas se battre pour changer ce pays. 90% qu'on va avoir, c'est le triage de cette poubelle qu'on a créée avec cette loi électorale. Moi, je dis, je cherche les quelques-uns. Ça va avoir... C'est presque la chance que quelques-uns vont entrer. Je vous sors une fois de plus du processus électoral. Ouais. On ne peut pas les appeler, ce sera les mêmes qui vont revenir. Justement, 2024, les dirigeants devront arrêter de se rentrer dedans pour comprendre que ce pays est parmi... c'est un pays qui est au cœur de tous les enjeux et de tous les dangers. Pourquoi pas alors, un Fabien Lumbala qui va les convaincre, parce qu'il y a toujours un berger, il y a toujours des moutons. On n'a pas besoin de tous ces dirigeants-là pour qu'ils comprennent. On a besoin de quelqu'un qui comprend et qui éclaire les autres qui les dirigent. Sinon, il y aura des moutons qui vont suivre d'autres moutons dans la même direction. Je vous sors encore une fois de plus du critérium des candidats ou des critères des candidats. Ce qu'on doit espérer. Très bien. Cherchez un. L'espoir fait vivre. Cherchez un qui va le faire. L'espoir fait vivre. Je me souviens, à l'entrée de l'AFDEL, le feu Mobutu venait de partir, de quitter le pays.
l'éditorial reflétant le point de vue de la Maison-Blanche sur la voie de l'Amérique parlait de la mutation au Zaïre. La page Mobutu tournée, il a été indispensable pendant la guerre froide pour Washington, et que la page était tournée, les industries américaines avaient besoin des matières premières du sous-sol congolais, et puis Washington ne peut jamais accepter que la gestion de ce pays, au cœur de l'Afrique, un pays stratégique, lui échappe. Ça, je n'ai jamais oublié. Alors, le secret d'un bon magicien, c'est la distraction. Il y a quelque chose qu'on appelle, dans le football américain, fake move. Ça veut dire on ment jusqu'à ce que toi tu y crois. Il y a des fois, les Américains jouent un certain jeu. Par exemple, Cohen, c'est quoi le secrétaire d'État américain qui tweet tout ça? Herman Cohen. Herman Cohen. Le sous-secrétaire d'État à la retraite. Est-ce que le sous-secrétaire d'État à la retraite connaît beaucoup plus de Congo que Fabien Lumbala? Non. Il a des lobbies qui lui disent de tweeter parce que les Congolais vont y croire. Et à chaque fois qu'il a gaffé, qu'il a eu faux, personne ne dit « Ah, ce vieux-là, il a eu faux ». Ce n'est pas s'ils comprennent leur influence sur notre psychologie. Si Herman Cohen dit « Dans 2 semaines, il y aura un coup d'État en RDC », je vous garantis qu'on ne va plus dormir. Est-ce que c'est vrai qu'il y aura un coup d'État en RDC? Non. Mais si Herman Cohen le dit dans 2 semaines, je vous garantis, on risque même de nous tous fuir la RDC. Donc, vous me donnez raison quand je dis que la guerre, elle est d'abord, nous sommes en pleine 3e guerre mondiale, oui, froide, énergétique. Donc la guerre de l'énergie et la guerre informationnelle. Et surtout informationnelle. Avec une manipulation impossible, sans précédent. Sans précédent. Ça, la manipulation existe partout. Hein? On ne manipule. Mais c'est amusant des fois de voir comment on est facilement manipulé. Herman Cohen. Je m'étonne qu'il tweete. Et dès qu'il tweete, j'ai 300 Congolais qui me relancent ce qu'il a dit. Ce vieux-là, il est mourant aux États-Unis. il est mourant. Mais comment on prend son tweet au sérieux puisque celui de faire bien? Ça veut dire tout le monde, si je veux manipuler le Congolais, je vais aller trouver ce vieux-là. On l'achète. Hein, c'est un lobbyiste. Je le paye, je lui dis, dis demain, dans 1 semaine, le Congo tombe. Tout le monde, on est supposé 100 000 de Congolais, voilà. On va fuir. Alors, nous continuons, et pour terminer, au début du mandat de Biden, il a été fait savoir que son administration ferait tout pour stopper l'influence de la Chine en Afrique. Et 2 pays ont été cités, quelques pays ont été cités, mais j'ai retenu 2, le Soudan et la RDC. Vous êtes informés? Oui. Alors, à la fin de compte, c'est quoi? Washington est-il en train d'accomplir sa volonté? L'administration Biden? Je donne un exemple toujours. Tesla, c'est une compagnie américaine qui fait des voitures électriques. Tesla a besoin du cobalt pour ses voitures. Tesla achète le cobalt d'une société chinoise. Ça veut dire que les deux ne vont pas s'entretuer pour la RDC. Jamais. Ils ont dit c'est la vision, c'est les aspirations. La Chine a dit autant. Mais le soir, ils ne vont pas faire la guerre en RDC pour la RDC. À la fin, ils vont toujours s'entendre. Négociations, tout ça. C'est une compétition chez eux. Comme Freeport McMoran, avec les Chinois, oui, sont dans Tengefungume Mining, mais on ne connaît pas les clauses de cette vente, entre guillemets. Non, mais comment ils se sont rencontrés et fait? Ce sont des pays soi-disant en guerre. Et quand la vente a eu lieu, le gouvernement congolais n'était pas au courant. Non, mais jamais. Comment ils sont au courant? Nous, on est en train de regarder les États-Unis qui nous mentent, qui nous dit non, il va stopper l'influence chinoise en RDC, mais ils partagent les gâteaux ensemble. Alors c'est à nous de comprendre nos intérêts. Un pays, on doit s'imposer. À ce moment-là, on peut comprendre qu'on peut imposer nos intérêts, notre volonté
aux États-Unis et à la Chine. Nous sommes à une période cruciale qui détermine justement ou qui va nous permettre de nous décider sur ce qui vont diriger le Congo demain à tous les niveaux. C'est extrêmement important. Leur poids politique, ce qu'ils valent sur le plan international, sur le plan national, leurs atouts, leurs idées forces, également ce qu'ils ont comme vision du Congo pour l'Afrique et pour le monde. On pourra peut-être aborder le sujet prochainement. Merci. Très bonne soirée. Merci. Je dois prendre les géologues pour aborder le séisme. Il n'y a pas que les BRICS et les Jovin qui nous intéressent. Ouais. Très bonne soirée. Merci, merci. Et bon retour au Congo. Merci. Le second invité. Le second invité avec nous, Israël Boana, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous êtes un jeune géologue. Vous avez terminé à l'université de Kinshasa. Comment on appelle la faculté? Faculté des sciences. Faculté des sciences, département de géologie. Très bien. Alors, ce qui était arrivé chez le roi, comment on l'appelle, le roi du Maroc, son nom c'est encore Mohamed VI. Mohamed VI. Voilà, le fils de Hassan II. Ce ne sont pas les démons, ni les sorciers, c'est une catastrophe naturelle. Complètement. Contrairement à ce qui se dit surtout au Congo, le tremblement de terre n'a rien à voir avec les esprits, les sorciers, les démons. C'est complètement naturel. Alors pour comprendre le séisme, il faut rentrer aux origines de la Terre. La Terre, elle est constituée de 3 parties. La croûte, qu'on appelle la croûte terrestre. Croûte, comme casse-croûte. Oui. La croûte terrestre qui est, elle, constituée de 2 parties, la croûte océanique et la croûte continentale. Le réalisateur Gino Lukinga pourra nous aider justement avec quelques graphiques. C'est très important, voilà. Là, nous sommes au niveau du Maroc. Ça, c'est comment on peut appeler ça? C'est la carte du Maroc. On va nous remettre, voilà. C'est la carte du Maroc. Qu'est-ce que vous nous représentez là? Je vois Marrakech. Vous pouvez nous expliquer d'abord? C'est une représentation sismique. Là où vous voyez les traits, oui. Au-dessus de Rabat et les boules un peu orange,
ce sont des limites en fait, de deux plaques. Oui. Le plaque, c'est en dessous de nous, parce qu'en dessous de nous, ça bouge. Oui. La Terre, au-delà de tourner autour d'elle-même, mais à l'intérieur de la Terre aussi, ça bouge. C'est comme des pièces, des puzzles qui bougent, et à la limite des failles, à la limite des plaques, c'est là où il s'observe beaucoup plus d'intensité sismique. Alors, lorsque Les plaques sont, constituent la 15e partie de la Terre, les plaques auxquelles faites allusion. Le plaque, on retrouve les plaques qu'on appelle les plaques tectoniques sur la partie de la Terre qu'on appelle le manteau. Guilain, la photo suivante, je crois que ça sera bien illustré. Est-ce qu'on est à ce niveau? Pas encore. Non, pas encore. Ça sera donc sous forme des pyramides, hein, sous forme des pyramides. Vous continuez. Oui. Donc, dans le manteau, il s'observe, on voit dans le manteau, il y a une partie qu'on appelle des plaques. Voilà, nous y sommes, n'est-ce pas? Voilà, oui. Oui, oui. Alors ça, c'est une petite représentation de la Terre. Oui. Nous avons la croûte terrestre. Oui. Nous avons le manteau. Nous avons le noyau. Alors, c'est à des profondeurs énormes, des milliers de profondeurs, des milliers de kilomètres. Alors, dans le manteau supérieur, nous avons une partie qu'on appelle la lithosphère. La lithosphère qui est une partie de la croûte et une partie du manteau. Alors, au-dessus de cette partie, il y a ce qu'on appelle des plaques qui sont en mouvement. Comment alors sont nées ces plaques? À partir du magma. Le magma qui est une roche fondue partiellement, qui remonte lorsqu'elle remonte en surface. Oui, il y a même une illustration du magma avec le réalisateur. Je crois que ça va venir, oui. 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 Lorsque le magma remonte en surface, oui. Elle est barricadée par une roche dense, oui. Et ça va créer un mouvement qu'on appelle un mouvement de convection. Un mouvement de convection, c'est-à-dire c'est un peu comme dans l'eau bouillante, lorsqu'on chauffe de l'eau oui. à une température très élevée. Les gouttelettes qui montent sont barricadées par le couvercle et ça finit par redescendre en bas. Oui, cette image le dit très bien. Vous pouvez y revenir. Oui. Et donc, ces mouvements continus constituent ce qu'on appelle un courant de convection. Et ce courant, c'est ce courant qui est à la base de la séparation des plaques. Lorsque les plaques se séparent, les plaques bougent. Une plaque peut se distancer de l'autre, une plaque peut se rapprocher de l'autre. Et lorsque deux plaques se rencontrent, il peut se créer soit un phénomène qu'on appelle la subduction, c'est-à-dire une plaque glisse sous l'autre. Il peut se créer l'obduction, une plaque chevauche sur l'autre, ou il peut se créer la collusion. Et c'est par la collusion qu'il y a la naissance des chaînes des montagnes, partout on voit sur la Terre. Et lorsque une plaque subducte sur l'autre, le point d'intersection entre les deux plaques, ça crée un courant de friction. Ça crée des passages de friction. Et plus ces passages, cette friction va emmagasiner de l'énergie, qu'on appelle le foyer, là où il est emmagasiné de l'énergie. Et plus ça emmagasine de l'énergie, la roche finira par rompre. C'est un peu comme si vous prenez deux plastiques, vous frottez l'un contre l'autre. Ces mouvements, ce sont qui s'effritent un peu. Et lorsque il y aura une assez grande charge, il y aura une charge assez élevée, la roche va se rompre. Et lorsque la roche se rompt en donnant une faille, et à la surface, comme l'image l'illustre bien, et lorsqu'il y aura faille, il y aura rupture de la roche, ça va libérer des ondes sismiques. Ça va libérer des ondes sismiques. Et nous sur la surface, nous allons la ressentir comme sous forme de tremblements de terre. Et pour votre gouverne, il y a au moins plus de 2000 tremblements de terre par jour sur la Terre. Plus de 2000 tremblements de terre sur la Terre. Seulement, mais comment on ne les ressent pas par jour? Oui, il y a un scientifique au nom de Richter qui a élaboré une échelle qu'on appelle actuellement l'échelle de Richter.
Parce qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, on dit des magnitudes 6 selon l'échelle des Richter, magnitude 7 selon l'échelle des Richter. Alors, en dessous des 5, les séismes qui se créent dans la profondeur de la Terre n'est pas ressenti à la surface. Ce sont ces tremblements de terre qui se passent pratiquement tout le jour. Mais au-delà de 5, lorsqu'on arrive à 6, on ressent le tremblement de terre sur la Terre. Alors, quand on dit magnitude 6 et magnitude 7, vous voyez l'écart de 1. Au Maroc, c'est jusqu'à... C'était 6,8. 6,8. Oui, 6,8. Mortel. C'est mortel. Lorsqu'on parle des magnitudes 7, en fait, ça équivaut à au moins 300 bombes atomiques. 300 bombes 300 atomiques. bombes atomiques que vous mettez sur la Terre et puis ça explose. Et alors, on parle d'un point qu'on appelle l'épicentre. L'épicentre, c'est la région où le tremblement a été ressenti pour la première fois. Alors, au Maroc, l'épicentre, c'était dans une ville au centre du Maroc. Mais ce qui a pris les sismologues des travers, c'est parce que le Maroc se situe dans une zone interplaque, c'est-à-dire entre la plaque africaine et la plaque eurasienne. Voilà. Entre Europe et Asie. Voilà. Oui, la plaque africaine et la plaque eurasienne. C'est-à-dire, juste au-dessus, il y a le Maroc. Lorsque la plaque africaine s'avance vers la plaque eurasienne, les deux plaques, lorsqu'elles se rencontrent, les rencontres des deux plaques créent des failles. Ça crée des failles et dans la surface de la Terre, ces failles deviennent des zones de faiblesse. Il peut se faire à tout moment des séismes. Et lorsque ça arrive à la surface, nous le ressentons sous forme de tremblement de terre. Donc, ça n'a rien de sorcier, c'est purement scientifique. C'est purement scientifique. Au Japon, en 2011, les séismes étaient des magnitudes 7,8, mais ça a été créé à la dorsale, donc à la limite de la plaque pacifique et la limite de la plaque je crois, australienne. Alors, lorsqu'il y a eu séisme, il y a eu rupture après décharge, comme c'était dans la mer. Les forces dégagées par ces séismes ont soulevé les vagues dans la mer. Ça, c'est du côté du Japon. Du côté du Japon. Et après, lorsque les vagues ont été soulevées, les vagues ont été dirigées suivant les zones sismiques vers la côte. Donc vers la terre. Alors, au Maroc, il semble que les conséquences se sont fait ressentir également. En Libye, avec des inondations. Vous êtes pour cette thèse-là? Vous la créditez? Déjà, quand on parle de zones sismiques, ça se propage, ce n'est pas une ligne droite. Ça se propage sous forme de zones. Quand on parle de zones, je peux être là, ça se propage comme ça. Donc ça va dans tous les sens. Tout dépend de l'énergie émise avant la libération du séisme. Plus l'énergie est intense, plus les zones sismiques vont dans plusieurs kilomètres. Plus elle est moins intense, moins elle est intense, moins les propagations des ondes sont importantes. Alors, si les énergies sont beaucoup plus accumulées, on peut assister à une libération d'ondes d'au moins, par exemple, 140 km. Ça peut arriver. Mais par rapport au centre du Maroc, le fait de dire que les ondes ont été ressenties jusqu'en Libye, c'est possible. C'est possible. Tout dépend de l'intensité, mais ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier, justement. Nous sommes au niveau des causes et comment ça se passe. Les conséquences, à part ce que le royaume déplore, perte en vies humaines, dégâts matériels importants, les constructions n'ont pas été adaptées parce que ce n'est pas une situation qui arrive tous les jours là-bas. Oui, surtout que le séisme à cette échelle, ce n'est pas à tout moment. La dernière fois que le Maroc a connu un tremblement de terre des magnitudes 5, selon l'échelle des Richter, c'était en 1960, dans les années 60. Donc, il s'est passé beaucoup de temps.
on ne peut pas prévoir un séisme, mais du moins, lorsqu'il s'est créé des tremblements de terre, les constructions qui sont sur la terre ne sont pas totalement adaptées aux tremblements de terre. Par exemple, le béton, la plupart de nos bâtiments sont immobiles. Alors, lorsque la terre bouge, ça ne supporte pas ces mouvements et ça se fissure. Les conséquences sont beaucoup plus côté matériel. Parce que c'est lorsque les gens sont dans des maisons et que les maisons s'écroulent, c'est alors qu'il y a perte en vies humaines. Donc, même à l'extérieur, sans être dans un bâtiment, la terre peut ouvrir grandement la bouche, j'utilise une figure de style, et pendant ce temps, avaler des véhicules et des personnes humaines. La faille qui commence dans la profondeur peut arriver jusqu'en surface. Parce que la faille, c'est comme deux blocs de terre qui, en fait, soit on appelle des failles de décrochement. Ça peut coulisser. Deux blocs peuvent se coulisser l'un contre l'autre. Alors, sur la terre, on les remarque aussi par les déplacements de la terre. Ça veut dire que nous sommes dans une même ligne, mais lorsqu'il y a une faille, ça peut nous décaler de quelques mètres. Ça peut nous décaler de quelques mètres. Alors, s'il y avait un ouvrage, soit un bâtiment au milieu, le bâtiment se verra aussi décalé, soit séparé et décalé de quelques mètres. Alors, s'il y avait des gens à l'intérieur, le bâtiment s'écroulera aussi. Alors, il n'y a pas moyen de prévenir. Jusqu'à ce jour, les scientifiques n'ont pas encore trouvé les moyens de prévenir un séisme. Mais les Chinois, plutôt les Japonais, ont quand même une longueur d'avance en cette matière. Leur construction, quand vous arrivez au Japon, surtout à Tokyo, les constructions sont quelque part, avec leur fondement, c'est adapté. Ouais. Ouais. Les constructions au Japon sont par rapport à leur position géologique. Le Japon se trouve dans une zone très sismique, c'est-à-dire où les activités sismiques sont récurrentes. Du coup, ils ont adapté leurs matériaux par rapport à leur position géologique. On appelle des matériaux parasismiques. Lorsqu'il y a un tremblement de terre qui se fait ressentir, les matériaux, en fait, bougent en même temps que le mouvement de la terre. Ce qui fait en sorte que si cet immeuble est immobile et qu'il y a un tremblement, les matériaux ne sont pas adaptés au mouvement de la terre. Du coup, ça va s'écrouler. Mais au Japon, les matériaux sont parasismiques. Ça bouge en même temps que le tremblement. Ce qui fait qu'il y a moins de dégâts possibles. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout dépend de l'intensité du séisme. Si le séisme est, par exemple, de magnitude 9, c'est comme multiplier 300 bombes multipliées par 900. C'est une force qui est libérée totalement énorme. Mais du moins, les matériaux restent quand même adaptés. Ils ont pu trouver une solution par rapport à leurs problèmes. Et c'est comme ça que la plupart des maisons, des grandes constructions, des grands ouvrages au Japon sont construits par des matériaux parasismiques. Voilà, le terme est vraiment technique. Israël Bwana, merci de nous avoir éclairé. Il n'y a eu aucun démon, aucun sorcier qui est passé totalement naturel. Par le Maroc, où partout il y a ce phénomène, où cette catastrophe naturelle entraînée par ce phénomène, mais il l'a dit, c'est à des degrés différents. Il y a des degrés qui ne sont pas ressentis parce que chaque jour, il a dit, il y a au moins plus de 2000 tremblements de terre qui ne sont pas ressentis parce que de moindre intensité. Et voilà. Toutes nos compassions à nos frères marocains qui ont accueilli le feu maréchal. Le corps est encore gardé sur place, ou le reste de son corps. Nous sommes de cœur avec vous. Et voilà, merci de nous avoir éclairés. Je crois que ça a apporté quelques solutions à des interrogations de ceux qui ne sont pas de votre domaine. Ouais, merci beaucoup. Israël Bwana, géologue, jeune, à peine, donc depuis 3 ans sorti de l'université de Kinshasa.
nous a éclairé sur le clou de ce plutôt de ce grand live. Vespera, le journal dans pratiquement 7 minutes sur nos antennes. Portez-vous très bien. Retrouvez ce magazine à 23h30, heure de Kinshasa. Et nous vous retrouvons mercredi prochain à notre tour.